Bonsoir, nous sommes ici pour parler autour de l'ouvrage Collapsus. Nous recevons donc les deux Laurent qui sont ceux qui ont rassemblé l'ensemble des auteurs et Hugo Bardi, qui est membre du Club de Rome. Laurent, je te laisse le présenter. Ok, je suis très heureux de commencer cette série d'interviews avec Hugo Bardi, non seulement parce que c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique et agréable, mais aussi parce que c'est celui qui est sans doute le plus vieux combattant du sujet dont on va parler, puisque c'est quelqu'un qui est sur le sujet depuis longtemps, qui a écrit de nombreux livres et qui est membre du Club de Rome. Donc Hugo, sois bienvenu parmi nous. Tu es italien, mais s'il y a un problème avec un mot, n'hésite pas à demander. Je ferai la traduction en anglais pour que tout se passe bien. Il n'y a pas de problème. J'ai largement confiance dans tes capacités en français. Merci pour nos auditeurs. Hugo. Oui, c'est un plaisir. Merci à tous. Je voudrais simplement dire, je suis pas tellement vieux. Mais c'est un plaisir d'avoir contribué à ces livres. J'ai écrit quelque chose. Je suis chercheur à l'Université de Florence. Je m'occupe plutôt des modèles, des systèmes dynamiques, des systèmes complexes, des écosystèmes et beaucoup de choses intéressantes. Disons que mon vieux chef, ça fait un peu vieux, disons, il y a 50 ans, mon maître, appelons comme ça, il me disait, Hugo, regarde la chimie physique et la science de toutes les choses intéressantes. Et c'était vrai. On trouvait dans ce domaine beaucoup de choses vraiment très intéressantes. Ok. Donc, comme ce soir, on va parler quand même vraiment d'effondrement et que j'espère que vous allez vous rendre compte qu'il y a une réalité derrière ce mot. Avant, on va commencer par un peu de musique. Marine est réalisatrice et compositeur musicienne. Elle est en train de faire énormément de travail sur les mondes d'après. Et avant tout, elle chante et compose magnifiquement bien. Donc, Marine, c'est à toi. On coupe plus le micro. D'accord, ok. Du coup, c'est une compo originale que j'ai écrite il n'y a pas très longtemps, donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Learning from each other, moving through the summer, 'cause we're still so young. We were the same chapstick, smooth as our day kisses, and our nights too. Oh, you drink your tea with honey. Guess that's why it tastes so sweet. I'm fixing your broken wings. You've got some scars which keep on bleeding. I didn't believe in true love until I kissed you. I didn't believe in true love until I met you. You'll make the skies look more blue. I didn't believe in true love. You're holding me real tight. I'm not so afraid tonight when you keep me warm. I'm not sure how to love yet. Sure, I did some mistakes,
but you did some too. You drink your tea with honey. Guess that's why your taste so sweet. I'm fixing your broken wings. You've got some scars which keep on bleeding. I didn't believe in true love until I kissed you. I didn't believe in true love until I met you. You'll make the skies look more blue. I didn't believe in true love until I met you. Until I met you. I didn't believe in true love until I met you. I didn't believe in true love until I kissed you. You'll make the skies look more blue. I didn't believe in true love until I met you. Eh ben, merci beaucoup, Marine. Alors, où on peut retrouver tes chansons? J'ai une chaîne YouTube, ça s'appelle Marine Aurore. Voilà. Et sinon, des chansons que j'avais enregistrées il y a un petit moment qui sont sur Deezer, Spotify, tous les streamings, mais c'est Marine Dawn, D-A-W-N. Voilà, comme j'écris qu'en anglais. Voilà. Ok, bah, de toute manière, on te dit à bientôt puisque tu vas revenir de temps en temps. Merci beaucoup. Ça marche. Merci à vous. Donc Salut. maintenant, merci beaucoup. Donc maintenant, on rentre dans le dur avec Hugo Bardi qui dit « L'écosystème de la Terre n'est pas un supermarché où nous pouvons prendre ce dont nous avons besoin sans même avoir à payer. » Et donc après, certaines citations, il va rentrer sur justement la dynamique des systèmes. Laurent ou Laurence, le premier qui remet son micro, a le droit de poser la première question. Oui, je vais reprendre la main très rapidement. Donc, je renouvelle nos remerciements, Hugo Bardi, et j'aurais souhaité que vous complétiez un peu votre parcours, notamment, on parlera tout à l'heure de votre blog, Cassandra's Legacy, mais dans un premier temps, je voudrais rappeler que vous êtes membre du Club de Rome et peut-être rappeler pour les plus jeunes auditeurs ce qu'est le Club de Rome. Le Club de Rome, c'est une histoire qui commence dans les années 1960, quand il y avait un homme en Italie qui s'appelait Aurelio Peccei. Il était intellectuel, un homme avec une certaine vision globale, je dirais même écuménique, si vous pensez une chose, vous pouvez penser une chose comme ça. C'était une époque, on commençait, c'était pas évident avant, hein, commençait à voir les problèmes au niveau global. On parlait de l'humanité. Il y a un problème pour tout le monde, pour tous, les gens qui habitent la planète, et on pensait de trouver des systèmes, des moyens pour résoudre les problèmes qui, à l'époque, semblaient les plus importants. Ça a changé beaucoup. Ça fait plus ou moins 50 ans, plus que 50 ans, mais on se demandait à l'époque, attention, on a beaucoup de richesses. On ne parlait pas d'effondrement à cette époque. On voyait qu'on était capable de produire beaucoup de richesses avec la technologie, avec les ressources, avec cette grande croissance économique des années 50 et des années 60. Et on est arrivé, la question qu'on s'est posée, c'était comment distribuer, comment gérer cette richesse pour tous. Et M. Peccei, il commençait à se demander comment on peut faire tout ça, comment
combien de choses on peut produire, qu'est-ce qu'on va se passer avec la population, qu'est-ce qu'on va se passer dans le monde, commencer à y penser. Et regardez qu'il ne pensait pas au collapse, au collapsus, à l'effondrement. Alors, il allait chercher des chercheurs, des savants, qui pouvaient lui donner une réponse. Et à l'époque, il y avait les lignes de recherche qui commençaient à cette époque. C'était l'étude des systèmes complexes, commençait vers les années 50, les années 60. Il y avait un bonhomme qui s'appelait Jay Forrester, il était américain, il avait développé les premiers systèmes de calcul qui pouvaient résoudre les équations différentielles qui décrivaient des systèmes complexes. Alors, ils se sont trouvés un jour, c'était, je crois, 1968, en Italie, sur le lac de Como. Ils se sont parlé, ils ont dit, oh, regarde, on a une idée, j'ai une idée, je voudrais savoir des choses, j'ai des questions. Et M. Forrester, il a dit, j'ai des réponses. Ils se sont trouvés et ils ont construit une étude de la trajectoire du parcours du monde dans 100 ans, plus ou moins, un siècle, et les réponses n'étaient pas ce qu'on pensait, parce que les modèles, les équations, les systèmes de calcul, ils disaient, regardez, messieurs, dames, dans 50 ans, 60 ans, 70 ans, peut-être, on va collapser, on va voir l'effondrement du système économique. Et ça a changé beaucoup de choses. C'était la première fois, vraiment la première fois. On a fondé ce club de Rome, qui c'était un groupe d'intellectuels qui cherchait de comprendre cette chose qui était nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On ne savait pas, on n'avait pas une idée quantitative de ce que pouvait être l'effondrement. Et c'est M. Péchet, il a fondé le club de Rome, qui existe encore. Beaucoup de choses ont changé. Je suis un membre du club de Rome. C'est un groupe d'intellectuels qui cherche de faire son mieux pour répondre aux questions et aussi de faciliter, de chercher de faire le mieux possible pour éviter l'effondrement. On ne s'amuse pas avec l'effondrement. C'est difficile, mais on fait toujours des modèles. Oui. Oui, on va rebondir. Donc, vous avez dans Collapsus contribué avec un article qui a pour titre « L'effet Sénèque, croître lentement, se disloquer rapidement ». Qu'est-ce que cet effet Sénèque et en quoi s'inscrit-il justement dans cette réflexion sur l'effondrement? L'effet Sénèque, je vous montre. C'est ça l'effet Sénèque, vous voyez ici? C'est montré sur une courbe cartésienne. C'est une courbe qui monte doucement et descend lentement. Alors, il faut parler ici de M. Sénèque. Comme vous savez, Sénèque était un philosophe romain. Il avait vécu il y a 2000 ans, plus ou moins. Il a eu une vie facile. Si on avait cet avantage de vivre il y a 2000 ans, on avait beaucoup de choses à découvrir, il y avait beaucoup de choses qui n'avaient pas été dites encore, donc c'était facile de faire des chercheurs, ou les philosophes, comme on disait à l'époque. Et M. Sénèque, il était, disons honnêtement, il n'était pas un grand philosophe, il était un politicien, surtout. Mais il avait une certaine capacité de dire des choses qui frappaient. Frappant. Il était, il avait vécu maintenant, il était un grand écrivain sur Twitter. il a vraiment trouvé les moyens de s'exprimer sur Twitter. Mais il a dit simplement une chose qui n'avait pas été dite à cette époque, avant. Regardez, messieurs, dames, si les choses, normalement, souvent, presque toujours, montent doucement et tombent vite. C'est le principe de Sénèque. Oh, je l'ai appelé comme ça. Disons, je fais un petit erreur ici. J'aurais pu dire c'est l'effet de Bardi. Mais
j'ai pas pensé à ça. Donc, on les connaît maintenant comme effet Sénèque. Je suis pas, j'ai pas mon nom sur cette idée. Mais honnêtement, l'idée c'était pas à moi, et c'était à Sénèque. C'est correct qu'il y a son nom dans ces choses, dans cet effet. L'idée, c'est pourquoi. Pour quelle raison ça? Sénèque lui-même ne pouvait pas le dire. C'est une chose on observe, comme vous voyez, j'écris dans les livres et je parle de la pomme de Newton. La pomme de Newton, on le savait, pas des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, que les pommes tombent des arbres. Le problème, c'était d'expliquer pourquoi. Et il a fallu Newton, 18e siècle, disons expliquer, par nous donner une loi qui nous explique pourquoi, comment exactement une pomme qui tombe. Alors, comment on explique l'effet Sénèque? Il y a des équations qui l'expliquent. Mais je vous montre une petite chose ici. J'ai beaucoup de jouets avec moi. Vous voulez voir l'effet Sénèque? Je vous montre. Allez-y. Vous connaissez la clepsydre. La clepsydre, c'est un système thermodynamique. Absolument. C'est un système thermodynamique de dissipation de l'énergie gravitationnelle. C'est plus ou moins comme la pomme, hein? C'est pas différent. La pomme tombe, les petites particules tombent, et si vous regardez bien, maintenant il faudrait attendre en quelques minutes, mais vous l'avez déjà vu une clepsydre. Vous notez qu'il y a une espèce de petite pyramide qui monte et après tombe. Monte doucement et tombe rapidement. Monte doucement, tombe rapidement. Et ça, c'est une représentation d'une propriété universelle qui on tend maintenant à appeler parfois le quatrième principe de la thermodynamique. Ils disent que tous les systèmes dynamiques tendent à dissiper, à faire détruire l'énergie. Pour les potentiels thermodynamiques tendent à se dissiper aussi rapidement que possible. Et ça, c'est l'effet Sénèque dans la thermodynamique. Vous voyez là, une petite montagne qui monte. Regardez. Oui. Regardez. Et ça tombe des petites avalanches. Et ça, c'est la clepsydre marche exactement selon les lois de l'univers. Les lois de l'univers s'appliquent à la clepsydre et s'appliquent à nous, à la Terre, à l'écosystème, à les galaxies, tout ce que vous voulez, c'est toujours les mêmes lois. Et ça marche. Parce que cette thèse d'un effondrement global de l'humanité ou du système humanité-terre et la thèse qui a été développée par le Club de Rome ou dans le rapport au Club de Rome fait par l'équipe dite Meadows, on a mis à côté de ton article un article de Philippe Biwix, qui est un ingénieur français qui n'est pas... qui ne voit pas l'effondrement comme étant la chose la plus probable, mais qui voit plutôt une espèce de lent déclin sur l'idée qu'on a encore tellement de gaspillage, tellement de ressources sous la main, tellement de possibilités et d'inventivité qu'il voit mal comment tout ça pourrait tomber rapidement. Alors rapidement, c'est encore une chose à définir, parce que 30 ans ou 50 ans à l'échelle de l'histoire, c'est rapide. À l'échelle d'une vie, c'est assez lent. Mais il imagine plutôt un lent déclin. Et donc, comme on n'a pas de boule de cristal et qu'on ne sait pas prédire le futur, on a voulu mettre les deux articles côte à côte. Qu'est-ce que tu penses de cette idée d'un lent déclin opposé à l'idée de... je connais bien Philippe, il a raison presque toujours. Ici aussi, je crois qu'il a raison. Mais comme tu as justement dit, tu vois, ça c'est l'effet, et ça c'est l'échelle temporelle. Il peut y avoir quelques secondes, il peut y avoir des minutes, des heures, des semaines, des années, des siècles. Ça dépend.
Et si l'échelle est suffisamment longue, alors l'éclapsus, l'effondrement ici, peut-être n'est pas être pas aperçu par les gens qui le vivent. C'est-à-dire, c'est exactement ce qu'il dit, Philippe, dans son article dans le livre. Il dit, il est très bien écrit, il a des idées qui sont fantastiques. J'aime beaucoup ce qu'il a écrit. Regarde, je vais te le lire parce que c'est, vous voyez, ces concepts d'amnésie environnementale. Les enfants ne s'affolent pas du manque de papillons, ni les Grecs de l'absence de lions. C'est une belle idée. Les Grecs ne s'aperçoivaient pas qui, à l'époque, avant de la Grèce classique, il y avait des lions en Grèce, pas maintenant, pas même à l'époque des philosophes comme Platon, Aristote et tout ça. Mais si tu vis un effondrement suffisamment lent, tu ne peux pas t'en apercevoir. Par exemple, si on parle de l'Empire romain, c'est une chose que, tu sais, si vous lisez mon blog, je parle souvent de l'Empire romain parce que c'est vraiment intéressant, mais les Romains, ils savaient qu'ils étaient dans un collapsus, ils savaient qu'ils s'aperçoivaient de l'effondrement. Bon, on ne peut pas leur demander ça, mais on a beaucoup de choses écrites, disons, du 5e siècle, 4e siècle, tout ça, et évidemment pas. Ils ne se rendaient pas compte d'être dans un processus d'effondrement rapide, ça veut dire 2 siècles. L'Empire romain a duré presque 1000 ans, disons l'État romain. Mais l'effondrement, c'est 2 siècles plus ou moins. C'est typiquement l'effet Sénèque, ça veut dire 800 ans de croissance, 2 siècles de déclin. Mais les Romains, qui vivaient à cette époque, dans une vie, ça fait 50 ans, 60 ans, 70 ans, mais on n'arrivait pas à s'apercevoir qu'il y a vraiment un effondrement. On le voyait, les gens, s'il y a des problèmes, les disaient, il y avait beaucoup de problèmes, mais ils n'arrivaient pas à voir les problèmes dans une courbe. Parce que, disons, ça n'existait pas les diagrammes cartésiens. Ils n'arrivaient pas à se rendre compte d'un phénomène qui a une durée d'un millier d'années. Et ça, c'est vraiment difficile pour notre tête. La tête que nous avons, c'est honnêtement difficile de voir les phénomènes dans ces domaines de longueur. Oui, alors justement, Ugo Bardi, le titre même de votre blog à tout du mythe, Cassandra's Legacy, c'est-à-dire l'héritage de Cassandre, dans l'Iliade, la guerre de Troie telle qu'elle est racontée par Homère, donc on remonte à avant Platon, Cassandre est une prophétesse qui est affligée d'une malédiction terrible. Elle voit le futur, mais elle ne convainc pas ses contemporains des mesures qu'ils devraient prendre pour éviter l'apocalypse, c'est-à-dire la prise de la ville de Troie par les Grecs, sa destruction. Est-ce que vous pensez en Cassandre contemporain ou est-ce que vous pensez que l'on peut infléchir le futur quand on sait mieux que les Romains ce qui nous attend? C'est une question intéressante. J'y pensais beaucoup à cette idée et j'ai changé ma vision de cette chose. Parce que je me demande, qu'est-ce qu'ils avaient fait les Troyens, comment on dit en français les Troyens. Les Troyens, s'ils avaient écouté Cassandre. C'est pas évident qu'il avait eu des résultats meilleurs. Disons l'histoire, tu as parlé du Covid, du coronavirus. C'est-à-dire, c'est une situation, c'est parfois les tentatives de résoudre un problème peut rendre bien pire, peut faire des dégâts, beaucoup de dégâts. Je disais la difficulté qu'ils avaient les Romains de voir la trajectoire de l'Empire romain sur un arc de 1000 ans. Mais nous aussi, si on voit la trajectoire de l'épidémie de coronavirus sur un arc de 1 an, on n'y arrive pas. Beaucoup de gens n'y arrivent pas du tout. Mais même, on a des modèles, on peut les voir même, on peut voir ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, faire des prédictions, tout ce que tu veux, mais
les débats publics, c'est toujours aujourd'hui on a eu 300, 400, 500 victimes ou de 50 000 positifs, mais c'est comme les Romains à l'époque de l'effondrement. Ils ne se rendaient pas compte du phénomène global. Et donc, ici, sur le coronavirus, disons que Cassandre a eu trop de succès parce qu'on a exagéré dans les tentatives de résoudre les problèmes. Et ça aussi, c'est une découverte intéressante. Je ne m'attendais pas du tout qu'on arrivait à avoir un problème dans une société qui tendait toujours à nier les problèmes. On s'est trouvé tout de suite changement total, complet, à l'exagérer, à trouver, il n'y a qu'un problème. Maintenant, on ne voit qu'un problème, en Italie, en Amérique, je crois, aussi en France, on ne voit que de ça sur les journaux. C'est comme ça en France? Oui. Plus ou moins, j'imagine. Oui. Pas différent. Oui. L'Italie, c'est un peu comme la France. La France et l'Italie, c'est une petite différence. Mais ça, je crois qu'il faut le comprendre. Le comprendre parce que on disait toujours, pour résoudre un problème, il faut se rendre compte que les problèmes existent. Quand on parle de climat, on ne peut rien faire. On dit, si les gens ne se rendent pas compte que les problèmes existent. Et le problème du climat, c'est un problème c'est toujours ce type de choses, ce type de courbe. Le climat, ça ne va pas changer en tant qu'effet sur l'économie, ça va être quelque chose comme ça. Et on pensait, jusqu'à maintenant, regarde, cette courbe, on va la voir avec l'épuisement des ressources naturelles, avec les effets négatifs du changement climatique, on ne s'attendait pas. C'était incroyable de voir cette courbe, maintenant on la voit très bien dans l'économie, mais causer pas des choses qu'on pensait, mais simplement de la réaction excessive à l'épidémie de coronavirus. Et donc, on apprend toujours des choses. C'est comme ça. Parfois, on apprend trop de choses. On aurait préféré de ne pas apprendre certaines choses, mais on continue. On cherche toujours d'y apprendre. Est-ce que tu as l'impression que les gouvernements surréagissent à la pandémie avec peut-être en arrière-pensée, peut-être pas tellement bien formulé consciemment, mais peut-être en une sorte de refoulé, cette crainte que ce serait le début de quelque chose et que du coup on est tous sur les freins pour éviter de collapser, de tomber dans la pente de Sénèque? C'est une bonne question. Je voudrais avoir la réponse. Je ne sais pas honnêtement te dire. C'est possible. Mon idée, c'est plutôt qu'il n'y a personne en contrôle. Tout le monde se déplace, fait des choses selon son perception de ce qui se passe. Et les résultats, c'est ce que nous voyons. Mais s'il y a un plan derrière, moi, je ne crois pas trop. Mais disons aussi, ce n'est pas impossible. Un peu personnel que j'ai envie de te poser depuis longtemps, parce qu'on en a déjà parlé, mais c'était pas très très clair dans ma tête. Tu es prof à l'université de Florence et tu étudies vraiment ces sujets-là. C'est ton job ou c'est plus un hobby à côté? Comment ça se passe? Ça aussi, c'est une question intéressante. Comment ça se passe? C'est parce que dans l'université, c'est possible toujours, encore, presque, de changer de domaine. Comme je disais, je suis un physico-chimiste. Physico-chimiste, normalement, se déplace dans plusieurs domaines. C'est la tradition de s'occuper de plusieurs choses. Mais ça devient de plus en plus difficile, disons. Jusqu'à 2005, plus ou moins, je m'occupais de revêtements du système de matériaux pour les moteurs thermiques, pour les moteurs à turbine des avions. Complètement différent.
c'est la magie de la chimie physique. Hein. On peut s'occuper de beaucoup de choses. C'était intéressant. Utile aussi, on a fait des choses utiles pour l'industrie, mais disons qu'on a épuisé les domaines. Il n'y avait plus de choses qu'on pouvait faire. Maintenant, on sait, dans ces domaines des moteurs thermiques, on sait tout. Il y a toujours chercher des petites choses et améliorer l'efficacité et le rendement des moteurs un peu 0,1%. Mais ce n'est plus intéressant. À un certain moment, je me suis trouvé, je n'ai pas décidé honnêtement de changer de domaine, je me suis trouvé à changer de domaine, passer à utiliser des connaissances de base de la physico-chimie, de la chimie physique, pour étudier les phénomènes d'épuisement, surtout du pétrole. Alors, quand on change de domaine, attention, un chercheur qui change de domaine, il faut plus ou moins 5 ans pour ne pas dire des bêtises, pour dire j'ai compris quelque chose, 5 ans. Et à ce moment, après 5 ans, tu peux commencer à dire oh ouais, c'est comme ça, c'est peut-être comme ça. Et il faut, disons, encore 5 ans pour arriver à donner une contribution originale. Après 10 ans, plus ou moins, tu peux dire je suis un expert dans ce domaine. Tu as travaillé 10 ans, tu peux dire je suis au même niveau des experts qui travaillent depuis longtemps. Quel est le problème? Que tu perds 10 ans dans la carrière universitaire, c'est mortel. Si tu veux trouver un poste, si tu n'as pas un poste fixe dans l'université, c'est un suicide. Tu te tues avec une balle dans la tête. Tu ne peux pas le faire. Et ça, c'est une difficulté moderne de l'université. Une fois, c'était beaucoup mieux. On pouvait changer. Maintenant, c'est encore possible, mais ce n'est pas facile. Ta carrière en souffre. Pas. Disons que ce n'est pas une chose qu'on décide de faire. Ça t'arrive. Moi, j'ai décidé, je me suis trouvé à faire ça. Maintenant, c'est mon domaine. Je travaille à 100% de mon temps, c'est dans le domaine des études dynamiques des systèmes complexes. C'est sympathique, disons. Très intéressant. Disons, je n'aurais pas pu le faire quand j'avais 20 ans. 20 ans, il faut bosser sur une chose parce qu'avec l'université, maintenant, c'est tout des index économétriques, des index qui te donnent ton niveau de chercheur et tu fais ta carrière selon ce niveau. Donc, c'est un gros problème parce que l'université, c'est devenu un système très bureaucratisé qui, les jeunes, ils tendent à refaire toujours le même travail pour 40 ans, là, tu fais ta carrière. Mais, disons, c'est pas trop utile. Et Hugo, j'aimerais vous poser 2 questions que vous allez pouvoir répondre en même temps. C'est que vous expliquiez ce que c'est une courbe exponentielle, qu'on voit sur votre effet CEMEX, ça commence par une courbe exponentielle a priori, et surtout quels sont les différents secteurs qui sont étudiés pour les effondrements. Parce que par exemple, on dit qu'il va y avoir un effondrement, mais l'effondrement par exemple de la biodiversité, il a déjà commencé. Il est hyper rapide, l'effondrement de la biodiversité. On sait que 65% des vertébrés ont disparu en moins de 40 ans, 80% des insectes en moins de 20 ans. Et là, je suis en train de lire, j'ai fini le bouquin de Denis Robert sur BlackRock. Donc, ça parle de BlackRock qui est vraiment le géant en ce moment de Wall Street. Et on sait qu'un effondrement bancaire peut arriver aussi. Quels sont les différents types d'effondrements et pourquoi en ce moment c'est spécialement critique? Parce que toutes les courbes passent à l'exponentielle. Ouais, disons, ça aussi, on a discuté beaucoup sur l'histoire du coronavirus, de l'épidémie, de la croissance exponentielle, qu'on cherche de faire comprendre aux gens, regardez, ce n'est pas exponentiel, elle ne peut pas être exponentielle. On peut la décrire comme une courbe exponentielle jusqu'à un certain niveau, mais les gens, ils ont compris, pas mal de gens, ils ont compris ce que c'est l'exponentielle pour la première fois. Regarde, exponentielle, ça veut dire ça double chaque jour, ça double, donc on va tous mourir. Ce n'est pas comme ça. Hein. Il y a une courbe comme ça.
Sans ça, le coronavirus, le virus, ce n'est pas comme ça en courbe épidémiologique. En courbe épidémiologique, normalement, ce n'est pas comme ça. C'est plutôt l'opposé de la courbe de Sénèque. Ça monte rapidement et décline lentement. Ça, c'est typique des épidémies. Mais attention, hein, c'est une chose que les gens ne savent pas. Hein, c'est que les équations qui décrivent, par exemple, l'épuisement, l'épuisement des ressources pétrolières, la courbe de Huber, vous reconnaissez la courbe du pic du pétrole, est décrite par exactement les mêmes équations de la courbe du virus, du coronavirus, du Covid. Ce sont les mêmes équations. Ça, il faut faire attention à le dire parce que les gens te disent non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu dis? Non, les équations sont souvent les mêmes. Les mêmes équations décrivent les mouvements des galaxies et les mouvements de la pomme. Les personnes qui s'étonnent pour ça. Une pomme, ce n'est pas une galaxie, mais la pomme et la galaxie sont décrits, les mouvements, par les mêmes équations de Newton. Et donc, la croissance du virus est décrite par les mêmes équations qui décrivent beaucoup de phénomènes. Comme tu disais, le système financier, l'écosystème, la crise de l'écosystème. La chose la plus intéressante, c'est l'histoire de tout l'écosystème sur un arc de 8 milliards d'années. C'est fantastique. C'est une histoire fantastique. On voit des choses qui changent lentement sur un arc de 4 milliards d'années. On a toujours un changement et selon les modèles écosystémiques qu'on a approximés, mais probablement corrects, on voit que l'écosystème va avoir une chose sous une courbe comme cette courbe-ci, sur une échelle de 4 milliards d'années, 4 milliards d'années. C'est comment. Et nous sommes ici, plus ou moins ici, et l'écosystème va s'effondrer. Absolument, on le sait ça. Disons d'ici à 500 millions d'années, hein, c'est pas, si on pousse pas trop, on a bien du temps pour éviter et pour y penser. Mais l'impressionnant, c'est l'étalement de ce domaine des temps qui c'est incroyable. Seconde, milliards d'années. Oui, dis-moi. Oui, d'abord, il y a peut-être des lois mathématiques qui régissent l'univers, mais notre société est peut-être plus imprévisible que ça. C'est-à-dire que l'actuel effondrement de la biodiversité résulte d'actions humaines et non pas d'une loi mathématique qui voudrait que des contraintes physiques se soient exercées sur l'effondrement de la biodiversité. Mais du coup, ça nous amène à la question suivante. On voulait vous demander surtout à quoi allait ressembler, selon vous, le monde d'après. Et je vais segmenter la question en 2 morceaux. L'interrogation sera pour à quoi ressemblera le monde d'après lorsque notre civilisation aura dégringolé de la falaise. Mais ça sera dans un second temps. Et premièrement, à quoi ressemblera le monde d'après, dans votre vision, lorsque notre civilisation commencera à décrocher, à glisser sur la pente de Sénèque? Ah oui, c'est une belle question, ça aussi. Hein? Quoi que sera le monde après la falaise de Sénèque? Eh bien, tout ce qu'on peut dire, c'est que Sénèque lui-même, il avait écrit « Il n'y a pas de croissance qui n'a pas été précédée par un collapsus ». Il avait ce type de phrases très fortes, comme Twitter, comme ça. Donc, il va y avoir quelque chose. Hein. C'est comme je disais, sur un domaine de 4 milliards d'années, c'est l'histoire de l'écosystème terrestre. On ne peut pas faire grand-chose si on ne pense pas à des choses particulières, de ingénierie planétaire, des choses comme ça. C'est comme ça, 4 milliards d'années. Et quand on arrive ici, la Terre va être un désert sans oxygène, 400-500 degrés, des choses comme ça, pas d'être vivant. Mais ici, sur ce domaine, ça fait quand même 100 millions d'années. 100 millions d'années, on peut faire des choses. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et à mon avis, il y aura un retour. Il y aura
un déclin, un effondrement, parce qu'il faut l'appeler comme avec son nom, mais il y aura un effondrement, mais aussi un retour. Quel type de retour? On va le voir. Peut-être on va garder la technologie, au moins en partie la technologie qu'on a développée jusqu'à maintenant. Si on a, imaginons qu'on puisse garder l'électricité après l'effondrement partiel, on va avoir beaucoup de problèmes, et on garde l'électricité, on garde la technologie solaire, on garde l'énergie photovoltaïque, on garde la capacité de processer les données avec des systèmes électroniques. Alors on peut reconstruire une société qui est un peu plus, disons, plus limitée de la société de maintenant, parce que on n'aura pas les ressources minérales qu'on avait quand on a commencé il y a 100-200 ans. Alors, il faut se limiter beaucoup plus, mais on peut toujours garder un certain type de choses. J'ai aussi examiné, et je crois que c'est pas impossible de développer une société, un monde, une nouvelle écologie basée sur des systèmes solid state, à l'état solide. C'était la science-fiction, évidemment, mais pourquoi pas? Ou bien, si on tombe trop rapidement, on va voir un effondrement qui nous ramène, disons, technologie comme il y a 500 ans, il y a 1000, comme le Moyen-Âge, plus ou moins. Le Moyen-Âge, on reste là. Hein. On n'aura plus des ressources pour reconstruire une société industrielle. Ça aussi, vous pouvez le demander à Philippe Biouy. Et les méthodes qu'on a utilisées pour construire la société industrielle ont été épuisées. Et si on perd la capacité de gérer une société industrielle, il est probable que nous ne réussirons pas à retourner dans une société industrielle. Mais on a quand même quelques centaines de millions d'années pour y penser. Alors, quand vous dites on a quelques centaines de millions d'années pour y penser, mais si à la fin du siècle, il fait plus 4 degrés, comme c'est prévu par certains scientifiques, déjà, est-ce que vous pensez à peu près la même chose? Et comment vous pensez qu'on peut vivre avec plus 4 degrés, sachant qu'il y a toutes les boucles de rétroaction climatique? Et est-ce que la solution, c'est pas quand même de vraiment s'y mettre tout de suite au changement, puisque le Club de Rome et notamment le rapport Meadows, qui avait donc été fait par les chercheurs du MIT, prévoyait que c'était vraiment dans 50 ans que ça allait arriver, et qu'a priori, on n'a rien fait, on a même accéléré. Donc, est-ce que c'est pas quand même le moment de vraiment mettre... Ça, c'est dit. On peut espérer que l'écosystème, disons, c'est que les sujets sur lesquels je travaille maintenant avec des chercheurs russes, on essaie de comprendre avec des modèles si l'écosystème peut s'adapter à l'impulse de CO2, comment on dit en français, dioxyde, l'anhydride de carbone. Comment on dit en français le CO2? Le dioxyde de carbone. Ou CO2, ça marche. Oxyde de carbone, excuse-moi. L'oxyde, si l'écosystème a des capacités de s'adapter qui sont incroyables, si on ne les détruit pas, si on les laisse tranquilles, pour absorber ces perturbations terrifiantes perturbations de CO2 que nous avons créées, alors ce n'est pas impossible que l'écosystème va retourner, mon Dieu, mon français est parti, la poubelle maintenant. Réabsorber, excusez-moi. Réabsorber les perturbations de CO2. C'est possible. Il y a des éléments qui nous disent que n'est pas facile. On va avoir des changements énormes, mais disons dans une centaine d'années, on va peut-être retourner. Et on va voir ces 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés faire des dégâts incroyables. Il est très possible qu'on va perdre
les, bon Dieu, même ici, ice caps, comment on dit en français? Les glaciales, les calottes glaciales. Oui, les calottes glaciaires. La glace, le système de la glace terrestre. Le système, on va les perdre. Dans ce cas, vous savez ce qui va se passer, des choses incroyables, mais on va retourner. Disons, il y a aussi la possibilité qu'on ne retourne pas du tout. On monte dans un monde complètement, on se déplace dans un monde complètement différent, où on aura 4, 5, 6 degrés permanents. Pour quelques millions d'années, on aura 7, 8 degrés en plus, moyenne. Et les êtres humains, qu'est-ce qu'ils vont faire? Une question intéressante. On parle d'habiter l'Antarctide, on dit comme ça, oui. D'habiter dans l'Antarctide des glaciers. Je ne sais pas si c'est de bon français, ça, mais je pense que je comprenais ce que je dis. Ou bien d'habiter sur la côte du mer Arctique, de la mer Arctique. Que dans cette région, il y aura des températures où il sera possible, probablement, pour les êtres humains de survivre. Possible. Mais j'espère toujours que le système va retourner avant que nous arrivions à cet extrême. D'ailleurs, il y a un problème, par exemple, on ne sait pas vraiment pourquoi nous sommes maintenant dans une situation où il y a de la glace au pôle. Parce que ça, c'est pas normal pour la Terre. Hein? 4 milliards d'années, des ères glaciales, il y en a eu 2 ou 3. Normalement, il n'y a pas de glace permanente. Et il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. C'était le système a un certain moyen de faire des choses que nous comprenons vraiment pas. Une chose que j'ai appris de mes collègues russes, c'est que la forêt est très importante. Il faut absolument la garder. Sinon, c'est fini. Alors, au revoir. C'est compliqué avec des nouilles de 6 mois, hein, d'ailleurs. Micro. Laurent, ton micro. Oui. Laurent, le micro. Oui. Je voulais juste signaler que vivre sur les pôles avec des températures compatibles, c'est quand même vivre avec des nuits de 6 mois l'hiver et des étés de 6. Le blé, il n'est pas bien adapté à ça pour le moment. Oui, disons qu'il y en a d'expérience déjà. Il y a des gens, les Esquimaux, il ne faut pas dire Esquimaux, ce n'est pas correct, disons les Inuits, c'est plus juste d'utiliser ce terme, ils sont habitués à la nuit polaire qui dure, disons, 4 mois. 6 mois, c'est un peu plus, mais c'est pas impossible, j'imagine. On peut s'habituer. Disons, on parle des choses. Là, c'est le dernier problème pour nous maintenant. Comment dire? Ouais, ils ne cultivent pas beaucoup de. Ils n'ont pas de jardin. Faut pas trop s'affoler de ça. Oui, pour clore l'entretien, donc on va poser une série de questions qu'on posera à tous les auteurs. Très rapidement, votre prochain livre? La déesse Gaïa, si je peux. Ouh, ça, on le lira avec plaisir. En anglais, j'imagine? Probablement, on en parle. On va en parler. C'est centré sur la théologie, la théologie de Gaïa. Votre pire inquiétude? Excuse-moi? Votre pire inquiétude? Ma pire inquiétude? Je ne suis pas inquiète. Je suis tranquille. Vas-y. Je ne suis pas préoccupé. Et votre meilleur espoir? Espérons bien. J'espère dans la déesse. La déesse Gaïa. Sans la déesse Gaïa doit nous aider parce que sinon on n'y arrive pas. Pas du tout. Un livre que vous recommandez? Il y en a beaucoup, disons, on vous recommande évidemment le premier livre Les limites à la croissance du Club de Rome. C'était le premier, la pierre qui a commencé les points d'où on est arrivé jusqu'ici. Et un film?
Un film. Un film, je n'avais pas pensé à ça. Comment s'appelle le film avec il y a les hommes bleus qui combattent avec les terriens? C'est les Avatar. Avatar. Ok, ça c'est un beau film. Il y a aussi la déesse, un peu. Oui, effectivement. Effectivement. Avatar, tu as raison. Merci Hugo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Excusez-moi pour mon mauvais français. C'est pas un peu rouillé, mais C'était parfait. Tu as encore 1 minute? Oui, tout à fait. D'autant plus que Adrien. Je te montre le fait de Sénèque. Encore une fois. Oh! Tu vois, le monde est dangereux, surtout si tu es un souris. Laurent, tu voulais dire quelque chose? Oui, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Non, il n'y a pas de questions. Ils ont suivi tout. Bon. C'est bon. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci, Hugo. Alors, la semaine prochaine, l'interview aura lieu avec Valérie Chansigo, qui a fait un article sur l'histoire longue dans Collapsus et qui récemment a publié un excellent livre sur l'histoire de la domestication animale. À suivre et merci. Merci beaucoup. Merci Hugo. Merci beaucoup. Merci beaucoup.